Mesdames et messieurs, vous êtes à l'heure du journal. Bonsoir à tous et bienvenue en cette soirée du mardi 22 juillet 2025. Dans les actualités de ce jour, page faits divers, partant un tir à baie où un incendie dévastateur a ravagé jusqu'à 95% du Tsena Sabut hier soir. Le feu aurait pris dans un stand de jus de fruits au sud du marché avant de se propager rapidement. Le sinistre a débuté vers 18 h et n'a été maîtrisé que vers 2 h du matin. Environ 3000 commerçants sont aujourd'hui sinistrés. Reportage de Jameson Ndianarman, notre correspondant à Antirabé. Le marché de Tsena Sabut d'Antirabé a été la proie des flammes hier, un incendie qui s'est déclaré en un clin d'œil. Selon les premières informations, le feu aurait pris dans un stand de vente de jus de fruits situé dans la partie sud du marché. La propagation a été fulgurante et en peu de temps, l'ensemble du marché s'est embrasé. L'intervention des pompiers a été particulièrement difficile, ceux-ci n'ayant pas pu accéder facilement à l'intérieur du marché. Les commerçants ont tenté de sauver leurs marchandises, mais peu d'entre elles ont pu être sorties. Certains individus en ont même profité pour piller. Le feu a commencé vers 18 h et n'a pu être totalement maîtrisé que vers 2 h du matin. Tous, les autorités, les sapeurs-pompiers, les forces de l'ordre et surtout la population ont uni leurs efforts pour tenter de circonscrire l'incendie. Le bilan est lourd car c'est environ 95% du marché qui a été détruit et près de 3000 commerçants se retrouvent aujourd'hui sinistrés. Dès ce matin, beaucoup d'entre eux ont entamé le nettoyage de leur étal ou de ce qui en reste. Il s'agit du 3e incendie enregistré dans ce marché, mais les précédents avaient pu être maîtrisés rapidement. Le Tsena Sabut d'Antirabé, qui s'étend sur 4,5 hectares, est reconnu comme l'un des plus grands marchés de plein air de toute l'Afrique. Toujours dans cette page faits divers, suite à l'affaire d'empoisonnement alimentaire survenue à Mboumalaz, Fenouasne, la jeune fille organisatrice de la fête, a été entendue pour la première fois hier en fin d'après-midi. L'interrogatoire a eu lieu à l'Ajira où elle se trouvait. L'enquête a été menée conjointement par la brigade criminelle de la police nationale et la section de recherche de la gendarmerie nationale. Selon le chef de la brigade criminelle, l'enquête concernant cette affaire se poursuit sous la direction des autorités judiciaires. Et un mois après la disparition du navire AW, les recherches se poursuivent. Madagascar collabore avec les instances régionales et internationales dans cette recherche, selon le directeur général de l'Agence portuaire maritime et fluviale. Aujourd'hui, les autorités n'écartent pas l'hypothèse d'un acte de piraterie, un phénomène qui n'a plus été signalé depuis les années 2010-2011. Les détails avec Fanjessina Mirai et Yves Janel. Un mois après la disparition du navire AW, les recherches sont toujours en cours. Madagascar travaille en étroite collaboration avec les pays de la région pour retrouver les traces du navire, notamment avec le Mozambique, la Tanzanie, le Kenya, la Somalie, les Comores, Mayotte, la Réunion et les Seychelles. Les investigations actuelles se concentrent sur des analyses scientifiques portant sur la dérive possible du navire et son éventuel changement de trajectoire. L'aspect sécuritaire et les risques de piraterie sont également examinés. D'après les autorités, le navire AW avait pourtant rempli toutes les conditions requises avant son départ. Ce n'était pas sa première traversée, mais de la 3e. La première a eu lieu le 26 mars 2025, au cours de laquelle le navire avait embarqué 93 tonnes de marchandises, la deuxième le 8 mai avec un peu plus de 41 tonnes et la dernière le 16 juin avec environ 65 tonnes de fret. Avant de porter le nom de AW, initiales Arfaz, Daf et Window, les enfants du propriétaire, le navire s'appelait Chani et avait déjà effectué 6 voyages entre Madagascar et les Comores. L'hypothèse d'un acte de piraterie est prise au sérieux, bien que le dernier cas de ce genre remonte à 14 ans. En effet, en 2011, le navire Zulfikar avait été capturé et ce n'est que 5 mois plus tard qu'il avait été retrouvé avec ses passagers. Dans le cadre des recherches actuelles, des malgaches de la diaspora sont également mobilisés. Des avions ont déjà survolé les zones susceptibles d'avoir été traversées par le navire en cas de naufrage, mais aucune trace n'a encore été détectée. Le navire Atsant a aussi participé aux opérations de recherche, sans succès jusqu'à présent. Pour rappel, le navire AW a quitté Madzing le 16 juin dernier avec à son bord 30 passagers,
24 Malgaches, 5 Comoriens et un Afghan. Ils devaient accoster aux Comores le 19 juin. Dans la suite des informations de ce jour également, 10 cas de trafic d'animaux et de plantes endémiques de Madagascar ont été interceptés au cours de l'année 2024 selon le rapport présenté lors de la restitution des résultats de l'opération Sama 2 à Intamin. Aucune tolérance pour ceux qui exportent illégalement les ressources naturelles du pays, a martelé le ministre de l'Environnement et du Développement durable. À l'appui, le cas d'un député pris en flagrant délit de détention de tortues protégées à son domicile à Mbujachim, qui purge actuellement une peine de prison. Il était avec Ruth Christelle Rakoutmalal et Yves Janel. 1217 tortues à Madang, 48 lémuriens, 344 bois précieux et 882 baobabs vivants. Tels sont les éléments saisis parmi les 14 cas de trafic répertoriés à Madagascar en 2024. 10 d'entre eux ont été interceptés, que ce soit à l'aéroport ou dans des habitations, grâce à des informations communiquées aux autorités. L'État se montre intransigeant face aux individus ou réseaux impliqués dans ce trafic de richesses naturelles, a souligné le ministre de l'Environnement, Max Andonirina-Fontaine, qui a précisé que son ministère travaille en étroite collaboration avec le ministère de la Justice pour appliquer les sanctions prévues par la loi. Madagascar figure parmi les pays où les trafics illicites d'espèces inscrites à la CITES sont encore relativement considérables, à l'instar de la Namibie et du Zimbabwe. Nous bénéficions néanmoins de l'opération SAMA, Saving African Wildlife Through Multilateral Assistance, qui vise à protéger la biodiversité africaine grâce à la coopération entre les 35 pays d'Afrique concernés. Les résultats de l'opération Sama 2 ont été officiellement présentés à Intamin à ce jour. Cette opération est financée par l'Union européenne et la France. Parlons baccalauréat à présent. Les consignes ont été bien comprises aujourd'hui, aussi bien par les candidats que par les surveillants et les responsables de chaque centre d'examen en ce deuxième jour des épreuves du baccalauréat. Ainsi, les examens se sont déroulés conformément aux dispositions mises en place, permettant aux candidats de passer en toute tranquillité les épreuves de malagasy et de mathématiques. Reportage. Deuxième jour des épreuves officielles du baccalauréat 2025. Aujourd'hui, les candidats de Madagascar ont affronté les épreuves de mathématiques et de malagasy. Pour ceux que nous avons rencontrés, le niveau des sujets était raisonnable, comme cette jeune fille qui garde bon espoir quant à ses résultats à l'issue des examens. Selon elle, il n'y a pas lieu de s'inquiéter au sujet de la fuite des sujets, car une bonne préparation suffit. Ce sont surtout, selon ses dires, ceux qui ne sont pas suffisamment préparés qui sont tentés de chercher les sujets à l'avance. D'ailleurs, la fuite des sujets semble désormais quasi impossible compte tenu des stratégies et du dispositif strict mis en place par l'État via le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le ministère s'est préparé en amont afin d'éviter la répétition des incidents passés, comme l'expliquent les responsables. Par ailleurs, la ministre continue de faire des supervisions dans les centres d'examen depuis hier afin de voir de près le bon déroulement des épreuves et de rappeler les consignes à suivre pour éviter tout incident. Au lycée de Nansan, les examens du baccalauréat se sont bien déroulés en ce deuxième jour, tout comme sur l'ensemble du territoire national. Les candidats affronteront demain les épreuves de sciences ainsi que d'histoire et géographie. Parlant à présent partenariat et relations internationales, l'Indonésie manifeste un vif intérêt pour l'investissement à Madagascar. En marge de la visite d'une délégation parlementaire indonésienne actuellement dans le pays, ses membres ont rencontré hier le ministre des Mines pour discuter du cadre légal encadrant le pétrole et le gaz. Rosristel Rakoutmalal nous en dit plus. Après avoir rencontré des députés malagasy, le vice-président du Sénat ainsi que les responsables de l'Omnis, les parlementaires indonésiens ont eu un entretien hier après-midi avec le ministre des Mines, Rakoutmalala Erjen Olivier, à Panjinumbi. L'Indonésie souhaite investir dans le secteur du pétrole et du gaz, ont-ils affirmé. Le ministre a toutefois précisé que l'octroi de titres miniers dans le domaine de l'exploitation de gaz et de pétrole n'était pas encore ouvert depuis l'annulation de 21 permis en mars dernier. Des réformes restent nécessaires afin de garantir que les bénéfices de l'exploitation minière reviennent effectivement à la population et le ministère est en train de les étudier. Une fois cela effectué, les investissements dans ce domaine est possible, a-t-il poursuivi.
Les portes de la coopération entre Madagascar et l'Indonésie sont ouvertes et les deux parties ont exprimé leur volonté commune d'avancer ensemble, comme en témoigne cette rencontre d'hier. Et l'UNFPA a remis aujourd'hui un don de matériel au ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Il s'agit d'équipements pédagogiques et techniques destinés aux coins jeunes ainsi qu'aux centres de formation. 7 lycées techniques répartis à travers le pays bénéficieront de ces équipements, notamment ceux situés à Mananzar, Tuleyar, Ampeflou, Ambujachim et bien d'autres. Ces équipements permettront aux jeunes de s'épanouir, de se divertir, mais aussi de se préparer à affronter divers défis. Selon les explications, cette dotation vise également à lutter contre les mariages précoces, les grossesses non désirées ainsi que les violences basées sur les genres. Écoutons le représentant de l'UNFPA. Comme vous le savez, le gouvernement malgache apporte une priorité aux jeunes. Et je l'ai dit dans mon mot, 2 tiers de la population sont des jeunes de moins de 25 ans. Alors donc, nous ne pouvons pas rester en arrêt en tant que partenaire du ministère de la formation professionnelle. Appuyer le gouvernement dans ses efforts pour pouvoir permettre à chaque jeune de réaliser son potentiel, d'avoir des informations pour des choix. Parce que nous savons que l'avenir du pays, ce sont les jeunes. Et il faut s'assurer qu'ils sont bien formés, qu'ils ont les informations justes, qu'ils prennent des décisions éclairées. Donc l'UNFPA, en tant que partenaire du ministère, fait ce geste pour accompagner les jeunes. Il y a aussi les femmes vulnérables que nous appuyons à travers des machines ou des sujetteuses pour les permettre de se réinsérer de façon professionnelle, particulièrement celles qui sont en prison et qui sont délaissées. Dans un tout autre sujet à présent, parlant combat de coqs, on trouve à Madagascar différentes races de coqs de combat coûteux venant de l'étranger. Certains élèvent ces coqs pour le plaisir, d'autres en font même un métier lucratif à travers les combats de coqs. Et il y a aussi ceux qui les élèvent dans le but de les vendre. Ce phénomène est désormais présent dans de nombreuses régions de l'île et certains ont même créé des clubs dédiés aux combats de coqs. Beaucoup ont déjà participé à de grandes compétitions, selon ce reportage de Jean-Claude Adjemalal. Au cours des 20 dernières années, selon les éleveurs, l'importation des races étrangères de coqs de combat, bien que coûteuse, a fortement attiré les passionnés de combat de coqs. Le prix d'un coq importé peut aujourd'hui atteindre environ 2 et 5 millions d'ariary. Les régions les plus actives dans l'élevage et les combats de coqs sont les provinces de Tuamasin, Fianarantsoa, Antananarivo, ainsi que la région Sava, d'après les enquêtes réalisées. Une fédération dédiée au combat de coqs a déjà été mise en place à Madagascar, ainsi qu'une structure hiérarchique pour gérer cette activité. De nombreux clubs ont vu le jour et participent à des compétitions nationales, ainsi qu'à des tournois organisés par certains clubs. Traditionnellement, les combats de coqs ont toujours impliqué des récompenses, qu'il s'agisse d'argent, de voitures ou même des maisons offertes aux vainqueurs. Ce spectacle attire un large public et dans certains cas, ce sont même des quartiers entiers qui se mobilisent pour soutenir un seul coq engagé dans une compétition. Pour ces passionnés, le combat de coq est un véritable loisir, notamment en raison de l'intensité des émotions qu'il suscite chez les spectateurs. Les tournois, qu'ils soient régionaux ou nationaux, renforcent aussi les liens entre les éleveurs et les passionnés. Certains coqs de combat sont devenus si célèbres que le simple fait d'entendre leur nom pousse d'autres concurrents à se retirer. Les combats se déroulent généralement pendant la saison sèche et plusieurs critères stricts doivent être remplis pour qu'un coq soit autorisé à accéder à l'arène selon les compétiteurs. Les éleveurs précisent toutefois que les combats ne sont pas systématiquement liés à des paris. La passion pour ce loisir suffit souvent à les motiver. L'un des grands tournois nationaux se tiendra à Tuamasin au mois d'août, selon les clubs locaux, et de nombreux amateurs de combat de coqs venus des 4 coins de l'île y participeront. Les organisateurs considèrent également cet événement comme une opportunité de promouvoir la ville de Tuamasin. Dans les actualités internationales de ce soir, le bilan provisoire de la chute accidentelle d'un avion de chasse de l'armée de l'air du Bangladesh sur un complexe scolaire de Dhaka s'est aggravé aujourd'hui pour passer à 27 morts pour l'essentiel des élèves victimes de brûlures. Les autorités ont décrété une journée de deuil national dans tout le pays aujourd'hui. France 24 nous en dit plus.
Sur ces images amateurs, des flammes s'échappent d'une école à Dakar alors que la foule s'enfuit. Un avion de l'armée de l'air a percuté ce bâtiment. Nous étions dans la cour de récréation et soudain l'un des deux avions de chasse s'est écrasé. Cela fait un boom et on a eu l'impression qu'un tremblement de terre avait eu lieu. Puis cet avion a pris feu et l'armée est arrivée sur place plus tard. Les services d'urgence ont lutté pour éteindre l'incendie et évacuer des dizaines de survivants blessés. Des hélicoptères et des ambulances ont aussi fait des allers-retours vers les centres médicaux des environs. L'avion de chasse de fabrication chinoise similaire à celui-ci et basé sur un ancien modèle soviétique s'est écrasé peu après le décollage. Le pilote aurait signalé un dysfonctionnement mécanique et aurait tenté d'éviter les zones habitées avant de s'écraser sur le bâtiment scolaire de 2 étages. Des familles paniquées se sont alors précipitées à la recherche de leurs enfants. Quand nous sommes sortis, nous avons vu de nombreux élèves carbonisés. Dans les escaliers, beaucoup se roulaient par terre en essayant d'éteindre les flammes. Les premières victimes sont arrivées avec de graves brûlures. Nous avons littéralement vu leur peau se détacher. Les équipes militaires ont travaillé toute la soirée pour tenter de dégager les décombres et de retrouver d'autres personnes. Le gouvernement a annoncé une journée de deuil ce mardi. 25 pays occidentaux ont appelé hier lundi un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza, tout en demandant la libération des cinquantaines d'otages toujours détenus par le Hamas. France 24. C'est une mère qui serre contre elle le corps de son bébé qui n'a pas survécu. Sa sœur, la tante du petit Yahya, prend la parole. Il est mort de malnutrition. Sa famille n'a pas été en mesure de le nourrir, ni nourrir ses frères et sœurs d'ailleurs. Sa famille n'a pas pu lui fournir du lait ou des couches. Le directeur de l'hôpital de Shifa où se déroulent les funérailles n'hésite pas à dire que la bande de Gaza est frappée par la famine. Les nourrissons de moins d'1 an souffrent d'un manque de lait, ce qui entraîne une diminution significative de leur poids et une baisse de leur immunité. Et ça les rend vulnérables aux maladies. Les habitants, comme les organisations humanitaires ou l'ONU, expliquent régulièrement que l'épuisement des stocks a provoqué une flambée des prix du peu de nourriture encore disponible sur les marchés de Gaza. Le Programme alimentaire mondial a indiqué au début du mois que le prix de la farine pour le pain était 3000 fois plus élevé qu'avant la guerre. Lundi, un de ses responsables s'est exprimé par visioconférence. D'après nos informations, 1/3 de la population ne mange pas pendant plusieurs jours d'affilée, y compris des femmes et des enfants. Et comme le montrent nos évaluations rendues publiques, 1/4 de la population est confrontée à des conditions proches de la famine. Mais pour la Fondation humanitaire de Gaza, soutenue par les États-Unis et Israël, et chargée de l'acheminement et de la livraison de l'aide alimentaire, c'est le Hamas qui est responsable de la situation humanitaire actuelle. Le Hamas détourne l'aide de l'ONU, la revend et empoche les bénéfices. Le modèle sécurisé du GHF bloque le pillage. C'est pour ça que le Hamas ne veut pas de nous à Gaza. Lundi, la Société des journalistes de l'AFP a publié ce communiqué en solidarité avec ses collaborateurs palestiniens à Gaza pour, je cite, « refuser qu'ils meurent ». La direction de la prestigieuse agence dit partager l'angoisse de ses rédactions et exhorte les autorités israéliennes à autoriser l'évacuation immédiate des journalistes de Gaza avec leurs familles. Et dans le reste de l'actualité internationale, le duel entre Donald Trump et Harvard s'est déplacé dans l'arène judiciaire. La juge Alison Burroughs a demandé hier lundi à l'administration américaine de justifier le gel de plus de 2,6 milliards de dollars en subventions fédérales à la prestigieuse université de Harvard. Donald Trump a fustigé la juge, dénonçant son manque d'objectivité. La décision pourrait faire jurisprudence. France 24. Devant le palais de justice de Boston, des étudiants, des professeurs et des anciens élèves d'Harvard, tous réunis pour défendre la liberté académique de la prestigieuse université face à l'administration Trump. Ils sont en train de s'attaquer à notre capacité à apprendre, à penser, à nous exprimer, à agir, à enseigner et à faire de la recherche à l'abri de toute ingérence politique. Ils se permettent d'intervenir sans tenir compte ni de la Constitution, ni des lois fédérales et des procédures qui en découlent. Depuis plusieurs mois, la Maison-Blanche cherche à mettre au pas la plus ancienne et la plus riche université du pays. Elle l'accuse de propager l'idéologie woke et d'être un foyer d'antisémitisme.
En avril dernier, l'administration Trump gèle 2,6 milliards de dollars de subventions fédérales destinées à Harvard. En réponse, l'université pousse l'affaire devant les tribunaux et accuse le gouvernement de se servir du gel de ces subventions comme un levier pour tenter de contrôler les prises de décision de l'université. Sans attendre la fin du procès, le président américain Donald Trump fustige déjà la juge en charge de l'affaire. L'affaire Harvard vient d'être portée devant une juge nommée par Obama. Elle fait n'importe quoi. Et je dis cela avant même d'avoir entendu son verdict. Comment cette juge anti-Trump a-t-elle pu être chargée de cette affaire? Si son verdict est contre nous, nous ferons immédiatement appel et nous gagnerons. Le verdict est attendu dans les prochaines semaines. L'affaire est suivie de près par les autres universités de l'Ivy League américaine, pour qui la décision pourrait faire jurisprudence. Sur ce, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Dans la suite du programme de ce soir, vous allez suivre l'émission Nizouk au point de droit avec Ousseynou Ranirlant où l'invité sera le secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat. Sur ce, très bonne continuation et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.